Oui, il y a une jeune fille noire qui sème le trouble dans ma boutique. Elle est là pour voler, j'en suis sûr, et j'ai besoin de quelqu'un ici immédiatement pour l'arrêter avant qu'elle ne détruise tout, qu'elle ne salisse notre réputation avec ses mains sales et ses intentions malveillantes, hurla Isabelle Moreau au téléphone, sa voix stridente et emplie d'une haine viscérale, fixant Amina Dupont comme si cet enfant de 14 ans était une menace mortelle, une intruse qui osait profaner ce sanctuaire de luxe réservé aux gens respectables, alors que Amina, innocente et pure, n'essayait que d'acheter une robe d'anniversaire pour sa mère adorée, serrant désespérément son argent économisé avec tant de sacrifices, des larmes de terreur et d'humiliation ruisselant sur son visage juvénile, tandis que cette femme blanche, imprégnée de préjugés racistes hérités d'une société pourrie par l'injustice, mentait sans vergogne aux autorités, fabriquant des accusations fallacieuses pour assouvir son besoin pathologique de domination et d'exclusion. Soudain, les alarmes assourdissantes retentirent dans tout le centre commercial, des lumières rouges clignotantes transformant la boutique luxe en un enfer chaotique, les clients paniqués se bousculant vers les sorties, piétinant sacs et accessoires dans leur fuite, laissant Amina isolée au milieu de cette tourmente, son petit corps tremblant sous le poids d'une discrimination crue et impitoyable qui la marquerait à vie. Mais ce que Isabelle ignorait totalement, c'est qu'elle venait de réveiller un ouragan de justice, une mère aux pouvoirs immenses qui allait balayer son monde hypocrite et révéler au grand jour les racines pourries de cette société française qui prétend à l'égalité mais tolère encore de telles abominations. Avant de nous plonger dans cette histoire qui vous fera bouillir de rage contre ces actes de discrimination odieux qui brisent des âmes innocentes et perpétuent les inégalités héritées de siècles d'oppression coloniale et sociale, si vous êtes révolté par ces injustices qui gangrènent notre République, cliquez sur le bouton s'abonner, tapez Justice pour Amina dans les commentaires. Oui, exactement comme ça. Justice pour Amina, et précisez d'où vous regardez cette vidéo, vous recevrez une réponse chaleureuse et solidaire de notre part, car il est temps que nous unissions nos voix pour dénoncer ces horreurs et exiger un changement radical, une véritable égalité des chances pour tous les enfants de France, qu'ils soient noirs, blancs ou d'ailleurs. Amina Dupont, cette jeune fille noire élevée dans les valeurs républicaines, par une mère célibataire exemplaire, qui lui avait inculqué le respect absolu des autres, la persévérance face aux obstacles et une gentillesse infinie envers le monde, malgré les regards suspicieux qu'elle croisait souvent dans les rues de Paris ou dans les transports en commun. Sa mère, Sophie Martin, approchait de ses 40 ans, un âge symbolique dans la culture française où l'on célèbre la maturité et les accomplissements, et Amina avait minutieusement planifié une surprise parfaite depuis des mois entiers, économisant chaque centime de son argent de poche, 450 €, une somme qui pourrait sembler anodine pour des adultes aisés, mais qui représentait une véritable fortune pour une adolescente de 14 ans, issue d'un quartier modeste, gagnée à travers des babysittings épuisants, des distributions de flyers sous la pluie, et des renoncements à des plaisirs simples comme des glaces ou des sorties au cinéma avec des amis, tout cela motivé par un amour filial pur et inconditionnel qui transcendait les barrières sociales. Elle avait passé des semaines interminables à naviguer sur Internet depuis son vieux ordinateur portable, comparant des modèles, lisant des avis de clientes, imaginant le sourire radieux de sa mère en découvrant ce cadeau, une robe élégante et sophistiquée qui la ferait se sentir comme une reine lors de sa fête, entourée de famille et d'amis dans un restaurant typiquement français avec des plats raffinés et des vins sélectionnés. Pour la toute première fois de sa jeune vie, Amina avait décidé de braver seule cette expédition shopping dans la boutique luxe, un établissement appartenant secrètement à sa propre mère via son empire de mode, afin que ce soit véritablement son geste personnel, sa surprise intime, sa manière émouvante de remercier Sophie pour tous les sacrifices consentis, les nuits blanches à travailler, les économies pour payer les études, les combats contre les discriminations quotidiennes en tant que femme noire dirigeante dans un monde dominé par des hommes blancs. Le cœur palpitant d'une excitation mêlée d'appréhension, Amina poussa les portes vitrées de la boutique luxe, son sac à main, usé contenant l'argent soigneusement compté et recompté des dizaines de fois, prête à transformer ses rêves d'enfant en une réalité tangible qui illuminerait l'anniversaire de sa mère. Sophie Martin n'était pas une mère lambda. À 40 ans,
Elle incarnait le rêve républicain français, ayant gravi les échelons sociaux pour devenir la PDG et propriétaire incontestée du groupe de mode Élégance, une entreprise valant des millions d'euros, érigée pierre par pierre à partir de rien, d'un petit atelier dans un quartier immigré jusqu'à un empire influent qui dictait les tendances dans les défilés de Paris et au-delà, et qui incluait bien sûr la boutique luxe où Amina se trouvait actuellement, ignorant encore le lien familial qui allait tout changer. Isabelle Moreau, 45 ans, gérait cette boutique depuis 6 longues années, se percevant comme la gardienne zélée et impitoyable de sa réputation haut de gamme, une vigile autoproclamée qui décidait souverainement, qui avait le droit d'entrer dans ce temple du luxe français et qui devait être repoussé comme un indésirable, invoquant des normes d'élégance pour masquer ses préjugés racistes profondément ancrés, hérités d'une éducation conservatrice et d'une société qui, malgré les discours sur la fraternité, perpétuait les inégalités. Ces biais se manifestaient dans chaque interaction. Un sourire forcé pour les clients blancs, une suspicion immédiate pour ceux de couleur, qu'elle suivait comme des ombres menaçantes, les humiliant par des remarques subtiles ou directes, convaincue que l'exclusion des mauvaises personnes protégeait l'essence même de la mode française, ignorant totalement qu'elle était sur le point de s'attaquer à la progéniture de la femme qui détenait les clés de son univers professionnel, déclenchant une chaîne d'événements qui exposerait au grand jour les hypocrisies de cette industrie prétendument inclusive. Dès l'instant où Amina franchit les portes vitrées étincelantes de la boutique luxe, les yeux perçants d'Isabelle se verrouillèrent sur elle comme un prédateur flairant une proie facile. Une jeune fille noire, non accompagnée d'un adulte, osant pénétrer dans ce havre de luxe où les robes débutaient à 300 € et pouvaient grimper jusqu'à des milliers, un lieu réservé, dans l'esprit tordu d'Isabelle, aux élites blanches et aisées de la société française, suspect d'emblée, car comment une enfant comme elle pouvait-elle légitimement s'offrir cela sans arrière-pensée? À peine 2 minutes auparavant, une femme blanche élégante d'une trentaine d'années était entrée avec sa fille adolescente et Isabelle s'était métamorphosée en incarnation de l'hospitalité parisienne. « Bonjour mesdames, bienvenue chez Luxe. Permettez-moi de vous assister dans votre quête d'une pièce absolument divine aujourd'hui. Puis-je vous offrir un verre d'eau pétillante ou un thé ?» Sa voix était suave, chaleureuse, presque maternelle. Elle les guida personnellement vers les collections les plus récentes, s'enquit de l'occasion spéciale, un bal de promo, peut être, et proposa même des essayages privés avec des conseils stylistiques personnalisés, évoquant les grands couturiers français comme Chanel ou Dior pour flatter leur ego. Mais quand Amina s'approcha timidement du comptoir, arborant un sourire poli et innocent, prête à solliciter de l'aide pour dénicher la robe parfaite pour l'anniversaire de sa mère, Isabelle ne daigna même pas lever les yeux de ses dossiers administratifs, l'ignorant ostensiblement pendant de longues secondes interminables, comme si Amina était une ombre insignifiante, une présence indigne de perturber son routine élitiste. Amina, élevée dans les principes de politesse et de patience, attendit stoïquement 30 bonnes secondes, puis osa briser le silence glacial. « Excusez-moi, madame, je suis à la recherche d'une robe élégante pour l'anniversaire de ma mère. » Isabelle leva enfin le regard, un rictus de dégoût pur déformant ses traits. « Les robes sont par là, bas », cracha-t-elle d'un ton sec et condescendant, pointant vaguement le fond du magasin sans établir le moindre contact visuel, sans offrir la moindre assistance, sans poser la moindre question sur les préférences ou le budget, un traitement qui contrastait violemment avec l'accueil réservé aux clientes blanches, révélant crûment les fractures raciales de la société française. Amina ressentit immédiatement ce froid perçant, cette barrière invisible érigée par des siècles de colonialisme et de xénophobie, mais fidèle à l'éducation de sa mère qui lui avait appris à accorder le bénéfice du doute et à répondre à la haine par la dignité, elle murmura un merci poli et se dirigea vers la section des robes, la tête haute malgré le poids écrasant de cette humiliation naissante, déterminée à ne pas laisser l'attitude venimeuse de cette femme gâcher sa mission sacrée d'amour filial. Julie Laurent, la vendeuse adjointe âgée de 32 ans, observa cette interaction sordide de l'autre côté du magasin, un malaise profond et récurrent lui tordant les entrailles. Elle avait assisté à tant de scènes similaires,
où Isabelle déroulait le tapis rouge pour les clients blancs, tout en traitant les personnes de couleur comme des parias, des suspects potentiels qui souillaient l'air pur du luxe français. Julie, elle-même issue d'une famille immigrée portugaise et connaissant les piqûres de la discrimination, voulait désespérément intervenir, offrir à Amina le sourire bienveillant et l'aide chaleureuse que cet enfant douce méritait. Mais la terreur la figeait sur place. Isabelle avait explicitement menacé de licenciement quiconque osait contredire son exemple de gestion, et Julie, en tant que mère célibataire élevant 2 jeunes enfants dans un appartement exigu de la banlieue parisienne, ne pouvait se permettre de perdre son emploi précaire, même si cela la rongeait de l'intérieur, la forçant à être complice passive d'une injustice qui violait les idéaux de liberté, égalité, fraternité gravés dans la Constitution française. Amina commença à parcourir la sélection de robes avec une prudence et un respect exemplaires, touchant les tissus soyeux avec une délicatesse infinie pour en apprécier la qualité, examinant attentivement les étiquettes de prix sans froisser le moindre pli, manipulant chaque pièce comme un artefact précieux issu des ateliers des grands maîtres couturiers, bien plus attentionnés et respectueuses que la majorité des clients adultes qui tripotaient les vêtements sans égard. Mais dans l'esprit empoisonné d'Isabelle, Amina n'était pas une cliente modèle. Elle était une menace ambulante, une intruse à surveiller de près pour protéger l'intégrité de ce bastion du chic français. Isabelle se lança donc dans une traque implacable, suivant Amina à une distance de 3 mètres, scrutant chacun de ses mouvements avec une suspicion paranoïaque, comme si l'enfant était une voleuse professionnelle, notoire infiltrée pour un coup d'éclat. Quand Amina souleva une superbe robe bleue pour vérifier l'étiquette de prix, Isabelle surgit comme un fantôme maléfique. « Fais très attention avec ça. Ce sont des articles chers, pas des jouets pour s'amuser ou pour des mains comme les tiennes. » Aboya-t-elle d'un ton venimeux et humiliant, insinuant subtilement mais clairement une infériorité raciale qui fit rougir Amina de honte. Surprise et blessée, Amina répondit avec une maturité remarquable. « Oui, madame, je comprends parfaitement, je ne fais que regarder le prix. » Isabelle ricana avec un mépris évident. « Ces robes commencent à 300 €. Des gens comme toi n'ont pas leur place ici, dans un établissement de ce standing. Tu ne peux évidemment pas te le permettre. Retourne dans ton quartier. » Ces mots cruels, des gens comme toi, chargés d'un racisme flagrant qui évoquait les pires stéréotypes français sur les banlieues et les immigrés, transpercèrent le cœur d'Amina comme un poignard rouillé, mais elle conserva sa dignité, refusant de se laisser briser. « Merci de m'informer des prix, j'ai économisé précisément pour cela, et je suis citoyenne française comme vous. » Isabelle s'éloigna en marmonnant des insultes à peine voilées, des propos xénophobes qui flottaient dans l'air comme un poison, mais le calvaire ne s'arrêta pas là. Pendant les 20 minutes suivantes, ce schéma infernal se répéta inlassablement. Isabelle réapparaissant à chaque fois qu'Amina manifestait de l'intérêt pour une robe, lâchant des commentaires acerbes et discriminatoires. « Comprends-tu seulement combien ça coûte? Ces pièces doivent être manipulées avec un soin extrême, pas par n'importe qui. Si tu abîmes quoi que ce soit, je te fais payer le nettoyage, et je sais que tu n'en as pas les moyens. » Pendant ce temps, Emma Blanc, une cliente blanche privilégiée de 16 ans issue d'une famille aisée des beaux quartiers parisiens, observait la scène se dérouler sous ses yeux, faisant ses achats insouciants avec la carte de crédit illimitée de sa mère pour une robe de bal extravagante. Isabelle était aux petits soins avec elle, proposant des tailles multiples, suggérant des accessoires coordonnés, offrant même de réserver des articles pendant qu'Emma décidait, tout en glissant des compliments sur sa beauté naturelle et son élégance innée, un contraste révoltant qui soulignait les 2 poids, 2 mesures de la société française. Pire encore, Emma, au lieu d'intervenir pour défendre l'enfant maltraité, gloussa ouvertement en entendant Isabelle murmurer des remarques racistes. « Ces gamines comme elles viennent juste pour causer des problèmes et salir nos vitrines. » Et Emma répondit même à voix basse à son amie au téléphone. « Trop drôle, cette petite essaye de jouer les grandes, mais elle n'a pas l'air d'ici. » Ajoutant une couche supplémentaire d'humiliation collective qui fit monter la bile dans la gorge d'Amina, sa maturité à 14 ans la gardant debout, malgré les assauts répétés, déterminée à trouver la robe parfaite pour sa mère, malgré cette tempête de haine qui menaçait de l'engloutir. Et puis, au milieu de cette épreuve, Amina l'aperçut enfin. Une magnifique robe vert d'émeraude, ornée de perles délicates autour de l'encolure,
élégante, sophistiquée, exactement le genre de pièce qui transformerait sa mère en une icône de grâce pour son 40e anniversaire, un hommage à la beauté noire, souvent invisibilisée dans la mode française, dominée par des standards eurocentriques. L'étiquette indiquait 400 €, parfait. Avec ses 450 € économisés, cela lui laisserait de quoi couvrir les taxes et peut être une jolie boîte cadeau ornée d'un ruban satiné. Elle souleva la robe avec un soin révérentiel et se dirigea vers le comptoir où Isabelle assistait toujours Emma, avec une déférence exagérée. Attendant patiemment son tour comme l'enfant bien élevé qu'elle était, Amina s'avança enfin. « J'aimerais essayer cette robe, s'il vous plaît, » dit-elle poliment, sa voix tremblant légèrement sous le stress accumulé. Isabelle examina la robe, puis Amina, et son visage se contorsionna en une grimace de dédain suprême. « Cette robe coûte 400 €. Je ne pense pas que ce soit pour toi, ou pour quiconque de ton genre. Retourne d'où tu viens avant que je ne perde patience. » Le cœur d'Amina se serra violemment, mais elle avait anticipé cette escalade et fouilla dans son sac pour en extraire son argent, des billets bien rangés qu'elle avait organisés avec soin. « J'ai l'argent ici, madame. J'ai économisé des mois entiers pour offrir cela à ma mère pour son anniversaire. » L'expression sur le visage d'Isabelle fut un mélange fugace de choc et de fureur. Comment osait cet enfant noir contredire ses préjugés? Au lieu de s'excuser ou de montrer ne serait-ce qu'une once de décence humaine, Isabelle transforma son choc en une colère explosive. « Où as-tu eu cet argent? Tu l'as sûrement volé, ou pire, c'est de l'argent sale d'activités illégales. Des gens comme toi n'ont pas d'honnêtes économies, » accusa-t-elle, fixant les billets comme des preuves irréfutables d'un crime, sa voix montant en volume pour attirer l'attention des autres clients qui commencèrent à murmurer des approbations racistes sous cape. Amina, confuse et terrifiée, sentit les larmes monter. « C'est mon argent de poche, madame. Je peux vous montrer l'enveloppe de la banque ou appeler ma mère pour confirmer. S'il vous plaît, croyez-moi. » Mais Isabelle, ivre de son pouvoir illusoire, la coupa net. « Je ne veux pas entendre tes mensonges pathétiques. Remets cette robe immédiatement et quitte mon magasin où j'appelle la sécurité pour te traîner dehors comme tu le mérites. » À cet instant précis, Amina comprit l'horrible vérité. Ce n'était pas une question d'argent ou de politique commerciale, c'était une attaque purement raciale, Isabelle l'ayant condamnée dès son entrée à cause de sa peau noire, et rien, ni preuve, ni politesse, ne pourrait altérer ce jugement biaisé ancré dans l'histoire trouble de la France. Pourtant, Amina, héritière du courage de sa mère qui avait lutté contre des discriminations similaires dans le monde des affaires, ne se laissa pas intimider. « J'aimerais parler à votre responsable, s'il vous plaît », demanda-t-elle d'une voix ferme malgré les tremblements. Isabelle éclata d'un rire cruel et moqueur, un son qui résonna comme un glas dans la boutique. « Je suis la responsable ici, ma petite, et je te dis de dégager, tu n'as pas ta place dans la société française civilisée. » C'est alors que l'horreur atteignit son paroxysme. Isabelle, sentant son autorité contestée par une enfant qu'elle considérait comme inférieure, escalada vers l'irréparable, criant « Tu essaies de créer des ennuis, c'est clair. Je suis sûr que tu es venu pour voler. Je t'ai vu cacher des articles dans tes poches, dissimuler des bijoux sous ta veste. Tu es une voleuse, une nuisance pour notre quartier, un mensonge éhonté, fabriqué de toutes pièces pour justifier sa haine. » Mais le magasin entier se figea dans un silence oppressant, les autres clients se tournant pour observer le spectacle, certains avec des sourires complices, d'autres avec une curiosité malsaine. Julie Laurent sentit une nausée monter, regrettant amèrement son silence complice, tandis qu'Emma Blanc, enfin mal à l'aise mais toujours passive, sortit son téléphone pour filmer la scène, non pas pour aider, mais pour la partager sur les réseaux sociaux avec un caption moqueur. « Drame live à luxe, cette fille se fait griller », amplifiant l'humiliation publique. Amina, tremblant de tout son être, des larmes inondant son visage, protesta désespérément. « Je n'ai rien pris, je vous jure. Fouillez mon sac, vérifiez tout, je suis innocente. » Mais Isabelle, en plein délire de pouvoir absolu, se sentant invincible dans son bastion de privilèges, ignora les supplications et composa le numéro de la police avec une satisfaction sadique. « Oui, c'est Isabelle Moreau, gérante de la boutique luxe sur la rue du Commerce. J'ai une jeune noire ici qui tente de voler, elle a dissimulé des articles précieux, elle est agressive et menaçante quand on la confronte.
envoyer une assistance immédiate. Elle pourrait être dangereuse. Amina essaya frénétiquement de sortir son téléphone pour appeler sa mère, mais Isabelle lui arracha l'appareil des mains avec violence, le jetant au sol où l'écran se fissura. Pas d'appel, tu restes là et tu attends la police comme la criminelle que tu es et ne touche plus à rien avec tes sales pattes. Les sirènes hurlantes approchèrent rapidement et l'agent Leclerc, un policier blanc aux allures autoritaires, déboula dans la boutique, croyant sur parole les accusations d'Isabelle sans poser la moindre question critique, saisissant brutalement Amina par les bras, la plaquant contre le mur avec une force excessive qui lui arracha un cri de douleur, lui tordant les poignets si violemment que des bleus immédiats apparurent sur sa peau fragile, la menottant sans ménagement comme une délinquante endurcie, ignorant ses sanglots et ses protestations d'innocence, une violence policière gratuite, exacerbée par les préjugés raciaux qui infestent encore les forces de l'ordre françaises, transformant une enfant en victime d'un système défaillant. La foule s'amassa dehors, certains riant ouvertement des larmes d'Amina, d'autres filmant la scène avec leur smartphone, sans une once de compassion, murmurant des insultes racistes comme elle l'a bien cherché. Ces gens-là sont tous pareils ou retournez chez vous, amplifiant l'injustice à un niveau insoutenable qui fait bouillir le sang et crie vengeance contre cette France hypocrite qui prône l'égalité mais laisse prospérer de telles atrocités quotidiennes. Julie, rongée par une culpabilité insurmontable, activa discrètement la caméra de son téléphone pour filmer l'arrestation abusive, sachant que cette preuve pourrait être cruciale pour rétablir la vérité, tandis qu'Emma, enfin prise de remords fugaces, posta la vidéo en ligne, mais avec un ton ambigu qui attira une vague de commentaires haineux et trolls racistes, aggravant le traumatisme d'Amina. Menottée et traînée vers la voiture de police, Amina sanglotait seule dans l'humiliation totale, son rêve d'anniversaire brisé en mille éclats, son innocence piétinée par un cocktail toxique de racisme institutionnel et de négligence humaine, une scène qui devrait révolter chaque citoyen français, qui exige que nous nous levions collectivement pour exiger justice, pour protéger nos enfants de ces monstres déguisés en gardiens de l'ordre. Et pendant ce temps, à 35 km de là, dans les bureaux luxueux du groupe Élégance au cœur de Paris, Sophie Martin présidait une réunion cruciale du conseil d'administration, ignorant encore que sa fille chérie était en train de vivre un cauchemar qui allait la transformer en une force de vengeance implacable, prête à démanteler les structures pourries qui permettaient de telles abominations. Mais attendez, car la tempête de rage ne fait que s'amorcer, et Isabelle Moreau, avec sa complice passive et les badauds indifférents, va bientôt regretter amèrement d'avoir osé profaner l'innocence d'une enfant noire dans la France d'aujourd'hui. Justice pour Amina, ou la honte éternelle sur nous tous. À 35 km de là, de l'autre côté de la ville animée de Paris, Sophie Martin était assise au cœur d'une réunion du conseil d'administration la plus cruciale du trimestre, dans les bureaux somptueux du groupe de mode Élégance, une salle de conférence aux murs tapissés de velours et éclairée par des lustres cristallins, évoquant le faste des châteaux français où se pressaient dirigeants, investisseurs et chefs de département, débattant d'une expansion colossale de 50 millions d'euros qui promettait de créer des centaines d'emplois dans 3 régions du pays. Sophie, impeccablement vêtue d'un tailleur pantalon gris anthracite taillé sur mesure par un artisan de la rue Cambon, menait la présentation avec cette autorité calme et inébranlable qui avait forgé son empire à partir de rien, d'une petite boutique dans un quartier immigré, jusqu'à cette puissance influente qui dictait les tendances de la mode européenne. Assis en face d'elle, Richard Legrand, le plus gros investisseur de l'entreprise, un homme blanc d'une 60aine d'années au sourire condescendant et aux préjugés mal dissimulés, ne cessait de la défier, remettant en question chaque décision avec un sexisme et un racisme voilés, affirmant qu'une femme noire comme vous ne peut pas vraiment comprendre les nuances du marché du luxe français, cherchant désespérément un signe de faiblesse pour la pousser hors de sa propre création, comme si l'héritage colonial de la France lui donnait le droit de dominer. Comme vous pouvez le voir sur ces projections, expliquait Sophie en pointant l'écran géant derrière elle, nos bénéfices du 3e trimestre ont dépassé les attentes de 18% et les scores de satisfaction client atteignent des records dans tous nos points de vente, prouvant que notre approche inclusive porte ses fruits. Richard se pencha en avant, son rictus paternaliste masquant à peine son mépris. « C'est impressionnant, Sophie,
Mais j'ai des inquiétudes sur votre style de gestion. Disons, trop progressiste. Certains gérants signalent des problèmes avec vos politiques qui diluent l'exclusivité française traditionnelle. La mâchoire de Sophie se serra imperceptiblement, mais elle garda son sang-froid républicain, prête à riposter avec des faits irréfutables, quand soudain, son assistante, Patricia Moreau, frappa à la porte avec une urgence qui glaça l'air. Patricia, fidèle depuis 8 ans, avait des instructions strictes. Ne jamais interrompre sauf en cas de vie ou de mort. Madame, murmura Patricia, le visage blême comme un fantôme, il y a un appel d'urgence concernant votre fille, Amina. Le téléphone de Sophie, en mode silencieux sur la table en acajou poli, vibrait de 17 appels manqués et 12 messages, le dernier envoyant un frisson d'horreur. « Maman, aide-moi s'il te plaît, ils m'ont arrêté, je n'ai rien fait. Je suis à la boutique luxe, viens vite. » La transformation fut instantanée et terrifiante. La PDG sereine disparut, remplacée par une mère lionne dont l'enfant était en péril mortel, une fureur primitive bouillonnant dans ses veines comme un feu révolutionnaire contre l'oppression. Sophie bondit de sa chaise avec une violence qui la fit basculer en arrière, son visage passant d'un calme professionnel à une rage volcanique. « Cette réunion est ajournée », tonna-t-elle, sa voix tranchant la pièce comme une guillotine. Une urgence familiale qui balayait tout. Richard vit son opportunité. Ce vautour en costume. « Sophie, vous ne pouvez pas partir au milieu de la présentation la plus importante du trimestre. » C'est exactement ce comportement impulsif et non professionnel dont je parlais, typique d'eux. Mais Sophie le foudroya du regard, ses yeux noirs étincelant d'une colère qui aurait pu incinérer l'Assemblée nationale. Richard, ma fille de 14 ans, est en garde à vue pour avoir osé faire du shopping dans l'un de mes propres magasins. Si vous avez un problème avec le fait que je priorise la sécurité de mon enfant sur vos caprices d'investisseurs racistes et sexistes, discutez-en avec le conseil. Oh, attendez, c'est moi qui le préside. Et si vous osez répandre des rumeurs sur mon instabilité, je veillerai personnellement à ce que votre réputation soit réduite en cendres dans les cercles d'affaires parisiens. Elle attrapa ses clés et son sac, ses mains tremblant d'une adrénaline furieuse, ordonnant à Patricia: « Annulez tout mon agenda pour la journée, contactez immédiatement David Fournier, mon avocat, et appelez le docteur Sarah Guillaume. Si ma fille a été traumatisée par ces monstres, je veux notre thérapeute familiale prête à l'accueillir. » Les membres du conseil restèrent figés dans un silence stupéfait, observant cette femme qui n'avait jamais craqué sous la pression, qui avait affronté des crises financières et des attaques personnelles avec une résilience de fer, se ruer vers la porte comme une tempête prête à tout dévaster. Richard sortait déjà son téléphone, sans doute pour colporter des ragots sur l'hystérie de Sophie, amplifiant les stéréotypes sur les femmes noires en position de pouvoir, une trahison qui ne fit qu'attiser la phalange de rage qui consumait Sophie. Ses talons claquant sur le marbre du hall comme des coups de fusil, Sophie composa frénétiquement le numéro d'Amina, répondeur, encore et encore, son esprit tourmenté par des visions cauchemardesques, sa petite fille menottée, humiliée, brutalisée par des adultes racistes dans une France qui se prétend éclairée mais laisse prospérer ses horreurs. Dans le parking souterrain, elle sauta dans sa Mercedes AMG noire, un bolide symbolisant sa réussite contre vent et marée, et appela son avocat. « David, ma fille a été arrêtée à la boutique luxe. Je ne sais pas ce qui se passe, mais quelqu'un va payer cher pour cette abomination. Rendez-vous là, bas maintenant. » David Fournier, son fidèle allié depuis 12 ans, qui avait navigué des contrats multimillionnaires aux batailles pour la garde contre le père absent d'Amina, répondit incrédule. « Arrêtez, Amina, cet enfant angélique qui n'a jamais eu 1 heure de colle ? C'est absurde, Sophie, j'arrive. » Tandis qu'elle fonçait dans la circulation dense des boulevards parisiens, klaxonnant avec fureur pour forcer le passage, Sophie passa un autre appel explosif. « Commissaire Morin, c'est Sophie Martin. Ma fille a été arrêtée dans l'un de mes magasins pour rien, et j'exige des réponses immédiates ou je fais un scandale national qui ruinera votre service. » Le commissaire Morin, chef de la police locale depuis 8 ans, que Sophie avait soutenu par des dons généreux à des programmes communautaires, des équipements neufs et des bourses pour les enfants de policiers, balbutia. « Sophie, de quoi parlez-vous ? Laissez-moi vérifier. Je vois un appel pour vol à l'étalage à luxe, rue du Commerce.
L'agent Leclerc a répondu. Sophie hurla dans le combiné. Vol à l'étalage? Ma fille qui économise pour m'acheter un cadeau? Découvrez qui est responsable de cette injustice raciste et réparez ça, ou je mobilise tous mes contacts au ministère de la Justice. Et croyez-moi, en tant que femme noire qui a bâti un empire malgré vos systèmes biaisés, je n'hésiterai pas à exposer cette pourriture. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, la nouvelle se répandait comme une traînée de poudre dans le réseau étendu de Sophie. Patricia avait alerté le docteur Sarah Guillaume, la thérapeute familiale, qui avait aidé Sophie et Amina à traverser le divorce tumultueux des années plus tôt, et Sarah attrapant ses clés. Patricia, que s'est-il passé exactement? Si Amina a été victime de profilage racial, le traumatisme pourrait être profond, surtout pour une enfant noire dans une société qui les criminalise dès le berceau. Patricia répondit, la voix tremblante. Nous n'avons pas tous les détails, mais Amina a été menottée pour avoir fait du shopping. Madame Martin est hors d'elle. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Une rage qui pourrait renverser la tour Eiffel. Sarah connaissait Sophie depuis 6 ans, l'ayant vue gérer des crises avec un sang-froid légendaire. Mais si cette forteresse s'effondrait, l'affaire était bien pire que prévu, un assaut direct contre l'innocence noire qui ravivait les plaies de l'esclavage et du colonialisme français. De retour à la boutique luxe, la situation virait au spectacle macabre. La nouvelle de l'arrestation d'une adolescente noire dans un magasin de luxe s'était propagée sur les réseaux sociaux comme un virus, des foules se rassemblant dehors, certains prenant des photos, d'autres filmant avec des commentaires haineux. Bien fait pour elle, ces jeunes des banlieues ne respectent rien. Julie Laurent était en pleine crise de conscience, ses mains tremblant alors qu'elle appelait son mari Miguel. « Chérie, quelque chose d'horrible s'est passé. J'aurais dû arrêter Isabelle, cette raciste qui a détruit une enfant innocente. Miguel, travailleur social depuis 15 ans, habitué aux ravages du profilage racial. Sophie, où est cette fille maintenant? Dans une voiture de police? Et s'il l'emmène en prison, ruinant sa vie pour rien? C'est un bébé. » Dehors, l'agent Leclerc se sentait de plus en plus mal à l'aise, mais au lieu de libérer Amina, il la maintenait menottée, ignorant ses pleurs, tandis qu'Isabelle, triomphante, continuait à harceler l'enfant devant la foule. Regardez-la, cette petite voleuse qui joue les victimes. Des gens comme elles sont le cancer de notre société française pure. Un commentaire qui fit exploser la rage collective. Des passants applaudissant cette haine ouverte, amplifiant l'humiliation d'Amina qui sanglotait, son corps menu secoué de spasmes. Emma Blanc, maintenant regretteuse mais trop lâche pour agir, posta une vidéo supplémentaire avec des légendes ambiguës qui attirèrent plus de trolls. Justice servie, déclenchant une vague de commentaires racistes en ligne, expulsez-les tous. Une phalange numérique qui transforma l'incident en un lynchage virtuel, faisant monter la bile de quiconque doté d'humanité. L'agent Leclerc interrogea Amina. « Raconte-moi ce qui s'est passé. » Et elle, entre deux hoquets, « Je voulais juste acheter une robe pour ma mère. Elle m'a suivi, accusée parce que je suis noire. S'il vous plaît, laissez-moi appeler maman. » Mais l'agent, influencé par les mensonges d'Isabelle, grogna. « Tais-toi, on vérifiera plus tard. » La poussant plus fort dans la voiture, aggravant ses bleus, une brutalité policière qui évoquait les pires excès des forces de l'ordre françaises contre les minorités. Soudain, sa radio crépita. « Unité 47, le commissaire Morin, appelez-moi immédiatement sur la mineure. » L'estomac de l'agent se noua. Morin ne s'impliquait jamais dans des vols mineurs. Il appela « Commissaire, c'est Leclerc. » Morin tonna. « Qu'est-ce qui se passe? J'ai Sophie Martin au téléphone. Vous avez arrêté sa fille pour shopping? » Sophie Martin, la PDG d'Élégance, grande donatrice, amie du maire. Dites-moi que vous avez des preuves solides, ou c'est un cauchemar. Leclerc balbutia. La gérante a vu le vol. Elle semblait crédible. Morin explosa. Crédible? Sans preuve matérielle? Vous avez fouillé? Non? Bon sang, ne touchez plus à rien. Priez pour votre carrière. Pendant ce temps, la Mercedes de Sophie slalomait dans le trafic à des vitesses folles, Sophie appelant son frère Marc, juge fédéral. « Marc, ils ont arrêté Amina. Une gérante raciste a fait menotter mon bébé pour shopping et apparemment, l'agent l'a brutalisée, des bleus partout. » Marc, bouillant.
Je me rends sur place. Ne fais rien d'impulsif. Mais cette injustice pue le profilage racial. Je vais les écraser légalement. Sophie contacta aussi sa meilleure amie, le docteur Angélique Thomas, propriétaire de clinique. Angélique. Rejoins-moi à Luxe. Si Amina est traumatisée, j'ai besoin d'un examen médical immédiat. Angélique. J'arrive, Sophie. Reste calme. Mais cette horreur contre une enfant noire me révolte. C'est l'héritage pourri de la France. Sophie, loin d'être calme, hurlait seule dans sa voiture. Comment osent-ils toucher à ma fille? Dans mon propre magasin? Ces racistes vont payer. Je vais les détruire. Son téléphone sonnait sans cesse, amis et collègues choqués. Amina arrêtée? C'est du racisme pur. Patricia appela. Madame, les réseaux sociaux bouillent. Des vidéos d'Amina menottée, des appels au boycott de Luxe, et Isabelle continue à l'insulter publiquement. Sophie, la rage décuplée. Boycotter? Je fermerai ce magasin moi-même si nécessaire. Et Isabelle, cette vipère, va regretter d'être née. La foule dehors s'agrandissait, des journalistes arrivant, et Isabelle, sentant le vent tourner mais trop arrogante, criait encore. Cette gamine mérite la prison. Protégeons nos boutiques des intrus, provoquant des acclamations haineuses de certains, une scène qui faisait bouillir le sang républicain. Julie trouva enfin son courage, s'approchant d'une journaliste noire, Kenza Jackson. « J'ai tout vu. Amina est innocente. J'ai filmé. » Kenza. « Un témoin employé? Ça va exploser. » Soudain, des pneus crissants déchirèrent l'air. La Mercedes de Sophie s'arrêta en dérapage devant Luxe, Sophie émergeant comme une furie divine, 1,70 m de rage noire, son tailleur impeccable contrastant avec ses yeux flamboyants. Derrière, le juge Marc et le docteur Angélique arrivaient, mais Sophie chargea « Enlevez ces menottes de ma fille tout de suite, ou je vous traîne tous en justice. » Isabelle s'avança, ignorante. « Votre fille est une voleuse, elle payera. » Sophie la foudroya. « Mon magasin? Ma fille? Vous êtes finie. » Isabelle pâlit, mais tenta. C'était pour protéger l'entreprise, des gens comme elle. Un aveu raciste qui fit exploser la foule en cris de rage, phalange culminante contre cette injustice flagrante, Sophie révélant son identité dans un tonnerre de vengeance qui promettait la fin pour les coupables. Le silence qui suivit la révélation tonitruante de Sophie était assourdissant. Un vide chargé d'électricité où l'on pouvait entendre les respirations haletantes de la foule, les clics frénétiques des caméras de télévision et les murmures incrédules qui enflaient comme une marée montante de rage collective contre cette injustice flagrante qui entachait l'âme de la France républicaine. Isabelle Moreau, cette gardienne autoproclamée du luxe élitiste, sentit le sol se dérober sous ses pieds, son visage passant de la suffisance arrogante à une pâleur mortelle, comme si elle venait de voir un fantôme, non pire, comme si elle réalisait enfin qu'elle avait invoqué le diable en personne en s'attaquant à l'enfant d'une femme qui tenait les rênes de tout son univers professionnel. Mais au lieu de s'effondrer en excuses sincères, Isabelle, dans un sursaut de panique mêlé à son racisme viscéral, tenta une défense pathétique qui ne fit qu'attiser les flammes de la phalange. « Madame Martin, il y a eu un terrible malentendu. Je ne faisais que suivre le protocole, nous devons protéger nos boutiques des éléments suspects, vous comprenez. Pour préserver l'image de la mode française pure et intouchable. » Ces mots, éléments suspects, un euphémisme transparent pour personnes noires, explosèrent comme une bombe dans la foule, déclenchant des cris de fureur. « Raciste, honte à toi !» hurla un passant, tandis qu'une femme noire dans la masse s'avança, les larmes aux yeux. « C'est comme ça que vous traitez nos enfants, dans la France des droits de l'homme? Vous êtes une disgrâce. » Le juge Marc Leclerc, avec son insigne fédéral luisant sous le soleil parisien, s'interposa avec une autorité glaciale. « Madame Moreau, vous venez d'admettre publiquement un profilage racial. Sur quels critères exactement avez-vous jugé ma nièce suspecte? Son âge ou sa couleur de peau, qui semble être votre seul protocole? » Isabelle bégaya, ses yeux fuyants. Elle était jeune, seule et noire. « Oui, mais c'est pour la sécurité. Ces gens-là viennent souvent des banlieues pour. » Avant qu'elle ne puisse achever sa phrase empoisonnée, le docteur Angélique Thomas bondit. « Dites-le clairement.
Vous avez appelé la police sur une enfant parce qu'elle faisait du shopping en étant noire. Dans une république qui se vante d'égalité, vous perpétuez l'héritage honteux du colonialisme et de la ségrégation. La foule rugit d'indignation, des poings levés, des téléphones filmant chaque seconde de cette confrontation explosive, transformant l'incident en un symbole national de la lutte contre le racisme systémique qui gangrène encore les institutions françaises, une rage qui montait en crescendo, exigeant non seulement justice pour Amina, mais pour toutes les victimes invisibles de ses préjugés quotidiens. L'agent Leclerc, transpirant à grosses gouttes sous son uniforme, tenta de reprendre le contrôle. « Madame Martin, je vais vous demander de reculer pendant que nous clarifions. » Mais Sophie, une tornade de fureur noire, lui lança un regard qui l'aurait foudroyé sur place. « Clarifier? Vous avez brutalisé ma fille sur la parole d'une raciste sans preuve, lui causant des bleus, et un traumatisme qui pourrait la marquer à vie. Dans quelle France vivez-vous? Celle des Lumières ou celle des heures sombres? » Elle sortit sa carte d'identité et sa carte professionnelle, les tendant à l'agent avec une calme mortelle qui masquait une tempête intérieure. « Je suis Sophie Martin, PDG du groupe Élégance, propriétaire de cette boutique et de tout ce que vous voyez ici. Cette femme travaille pour moi. Et elle vient d'arrêter ma propre fille pour le crime odieux d'être noire et d'oser entrer dans un magasin de luxe. » Le choc sur le visage de l'agent fut palpable, ses mains tremblant alors qu'il lisait les documents, réalisant qu'il avait piétiné l'innocence d'une enfant liée à l'une des femmes les plus influentes de Paris, une donatrice généreuse pour la police elle-même, une erreur qui pouvait anéantir sa carrière et exposer les biais raciaux au sein des forces de l'ordre. Isabelle, hyperventilant, s'agrippa à une voiture voisine. « Ce n'est pas possible. L'entreprise est à des investisseurs blancs. » « Pas à. » Sophie se tourna vers elle, chaque mot comme un coup de poignard. « À des investisseurs blancs? Votre racisme sointe de partout. L'entreprise est à moi, bâtie de mes mains contre des gens comme vous qui m'ont barré la route à chaque étape. Et vous avez osé traumatiser mon enfant pour assouvir vos préjugés? » Julie Laurent s'avança enfin, sa voix tremblante mais résolue. « Madame Martin, je suis Julie, employée ici. J'ai tout vu. Amina n'a rien fait. J'ai filmé en secret. » Elle montra son téléphone, et la foule se pressa pour voir les images accablantes. Amina traitée comme une criminelle dès l'entrée, suivie, humiliée, accusée sans fondement, le contraste avec les clientes blanches flagrants et Isabelle mentant effrontément sur le vol. Le juge Marc nota tout. « Agent, ceci est une preuve de faux témoignage. Madame Moreau pourrait faire face à des charges pénales pour diffamation et incitation à la haine raciale. » Mais Isabelle, dans un acte de désespoir suicidaire, sortit son propre téléphone et commença à poster en ligne. « Attention, une jeune voleuse noire a essayé de détruire ma boutique. Protégeons nos commerces des intrus des banlieues. » Un message raciste qui se propagea instantanément, attirant des likes de trolls xénophobes et des commentaires haineux comme bien fait, renvoyez-les en Afrique, aggravant le traumatisme d'Amina, qui, toujours menottée, entendit les rumeurs et sanglota plus fort, son corps secoué de convulsions. Une attaque numérique qui transforma l'humiliation personnelle en un lynchage public, faisant bouillir le sang de Sophie qui hurla « Vous osez diffuser des mensonges racistes sur ma fille ? Vous êtes un monstre et je vais vous poursuivre jusqu'au bout. » La foule, maintenant enragée contre Isabelle, scanda justice. Justice pour Amina, des manifestants improvisés, bloquant la rue, transformant la scène en un mouvement spontané contre le racisme, avec des pancartes hâtives et des cris qui résonnaient dans tout le quartier. Le docteur Sarah Guillaume arriva en urgence, s'approchant d'Amina. « Ma chérie, c'est fini. Ta maman est là. » Mais en examinant l'enfant, elle découvrit l'étendue des dommages, des bleus profonds au poignet, une tension artérielle skyroquée, des signes d'attaque de panique sévère, et un traumatisme psychologique qui pourrait nécessiter des mois de thérapie. Cet enfant a été maltraité comme un criminel, agent. C'est de la violence institutionnelle contre une mineure noire, une honte pour la France. L'agent, paniqué, retira enfin les menottes. Mais trop tard, Amina s'effondra dans les bras de Sophie, hurlant de douleur et de peur, révélant des ecchymoses cachées sous ses vêtements causés par la brutalité policière, une vision qui fit exploser la rage collective, des journalistes criant « C'est un scandale national ». Sophie,
tenant sa fille, murmura des paroles apaisantes tout en promettant vengeance. « Bébé, je suis là. Personne ne te touchera plus. Ces racistes paieront pour chaque larme. » Mais le calvaire n'était pas fini. Les posts d'Isabelle viralisèrent, attirant une horde de haters qui harcelèrent Amina en ligne, envoyant des menaces anonymes comme « Reste dans ton ghetto, voleuse ». Un cyberharcèlement qui aggrava son état, la forçant à être hospitalisée d'urgence pour choc post-traumatique, une escalade d'horreur qui fit monter la phalange à un niveau insoutenable, Sophie jurant « Je vais traîner Isabelle et cette agente en justice », exposer ce système pourri qui protège les racistes et brise nos enfants. Les amis d'Amina, alertés par les réseaux, arrivèrent en masse. Sa meilleure amie Lila, une fille maghrébine de 14 ans, pleurant. « Amina, on est avec toi. Cette femme est un démon, on va manifester pour toi. » Et un groupe d'adolescents du quartier organisant une veillée en ligne contre le racisme, amplifiant le mouvement. Kenza Jackson, la journaliste, interviewa Sophie en direct. « Madame Martin, comment une telle atrocité peut-elle se produire en 2025 dans Paris ?» Sophie, la voix brisée mais ferme. « Parce que le racisme est encore ancré dans nos institutions, ma fille a été arrêtée pour être noire, brutalisée, harcelée en ligne par cette gérante qui continue ses mensonges. Mais ça s'arrête aujourd'hui, je licencie Isabelle Moreau avec effet immédiat, je la bannis de toutes mes propriétés et je la poursuis pour diffamation raciale. » Isabelle, effondrée mais encore venimeuse, marmonna. « Vous ne pouvez pas me détruire comme ça. J'ai des amis puissants. » Mais Sophie riposta. « Vos amis puissance? Des racistes comme vous? Regardez autour. La France se réveille et votre haine est exposée. » Le commissaire Morin arriva enfin, ordonnant une enquête interne sur l'agent Leclerc. « Ceci est inacceptable. Des preuves montrent un profilage clair. Et si des biais raciaux sont confirmés, des têtes tomberont. » Mais la révélation choc vint des archives policières. L'agent avait un historique de plaintes pour violence contre des minorités, un dossier caché qui fut leaké par un whistleblower anonyme, provoquant un scandale médiatique national, des manifestations éclatant devant les commissariats, des cris de réforme maintenant, résonnant dans les rues de Paris, une rage populaire contre un système qui protège les oppresseurs et victimise les innocents. Sophie, utilisant son pouvoir, appela son équipe de communication. « Patricia, publiez un communiqué. » Avec effet immédiat, Élégance instaure une formation anti-racisme obligatoire pour tous les employés, une politique de tolérance zéro pour la discrimination, et je crée un fonds de 10 millions d'euros pour les jeunes victimes de profilage racial, la Fondation Amina Martin, pour l'éducation et le mentorat. La foule applaudit, mais la phalange culmina quand Amina, depuis son lit d'hôpital, envoya un message vocal diffusé en live. « Maman, je voulais juste t'acheter une robe, pourquoi ils me haïssent comme ça ?» Un cri d'innocence brisé qui fit pleurer la nation, des célébrités et politiciens rejoignant le mouvement, exigeant des lois plus strictes contre le racisme. 3 semaines plus tard, lors de l'anniversaire de Sophie, elle portait la robe vert émeraude choisie par Amina, radieuse malgré les cicatrices, et dans son discours, ma fille a affronté la haine la plus vile, arrêtée, brutalisée, harcelée pour sa peau, mais elle m'a appris le courage. Ce fonds changera des vies, car aucun enfant ne devrait craindre de faire du shopping en France. La standing ovation dura des minutes. Amina serrant sa mère. « Je t'aime, maman, on a gagné. » 6 mois après, Luxe rouvrit avec une équipe diverse, Sophie et Amina coupant le ruban, symbolisant la victoire. Mais le message résonne. La rage contre le racisme doit perdurer, car la lutte n'est pas finie. Justice pour Amina, ou honte éternelle sur nous. L'histoire d'Amina Dupont, une adolescente noire de 14 ans, victime d'une discrimination raciale brutale dans une boutique de luxe française, est un cri d'alarme qui résonne profondément dans le cœur de toute personne attachée aux valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité. Cette tragédie, qui dévoile les préjugés racistes d'Isabelle Moreau, la gérante de la boutique luxe, et l'abus de pouvoir de l'agent Leclerc, m'a profondément bouleversé, non seulement par son injustice criante, mais aussi par sa pertinence dans une France contemporaine qui se proclame égalitaire, mais où des enfants comme Amina sont encore jugés et brutalisés pour la couleur de leur peau. Ce récit,
empreint de douleur et de rage, nous oblige à regarder en face les fractures sociales qui persistent dans notre société et à réfléchir à notre responsabilité collective pour les réparer. Ce qui m'a le plus marqué dans cette histoire, c'est la résilience extraordinaire d'Amina face à une hostilité écrasante. Malgré l'humiliation publique, les accusations mensongères et la brutalité physique, cette jeune fille a maintenu une dignité et une maturité qui dépassent son âge. Lorsqu'Isabelle l'a accusée de vol sans preuve, lançant des remarques racistes comme « Des gens comme toi n'ont pas leur place ici », Amina n'a pas cédé à la colère ou au désespoir. Elle a répondu avec calme, proposant même de prouver son innocence. Cette force intérieure, forgée par l'éducation d'une mère célibataire, Sophie Martin, qui a elle-même surmonté les barrières du racisme et du sexisme, est un témoignage puissant de la résilience noire face à l'oppression. En tant que Français, attachés à l'idée d'une République unie, cette histoire nous rappelle que l'égalité n'est pas un acquis, mais un combat quotidien, surtout pour ceux qui sont marginalisés. L'attitude d'Isabelle Moreau incarne une réalité choquante. Le racisme systémique persiste, même dans les lieux les plus sophistiqués de notre société, comme les boutiques de luxe parisiennes. Son comportement, motivé par des préjugés ancrés dans une vision dépassée et colonialiste de la pureté française, révèle une vérité amère. Les institutions, qu'il s'agisse du commerce ou de la police, peuvent être complices de l'injustice lorsqu'elles tolèrent ou ignorent les biais raciaux. L'agent Leclerc, en menottant Amina sans preuve, sur la seule parole d'une gérante raciste, illustre une défaillance systémique qui dépasse l'individu. Un manque de formation, de contrôle et de responsabilité qui permet à des abus de prospérer. Cette scène m'a rempli d'une indignation brûlante, car elle trahit les idéaux de justice et d'égalité inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un texte sacré pour tout Français. Mais au-delà de la colère, cette histoire offre des leçons précieuses pour notre vie quotidienne. D'abord, elle nous enseigne l'importance de s'élever contre l'injustice, même au prix de risques personnels. Julie Laurent, l'employée terrifiée par la menace de perdre son emploi, a fini par trouver le courage de filmer les abus d'Isabelle, devenant une alliée essentielle pour la vérité. Cela nous rappelle que le silence face à la discrimination est une forme de complicité, et que chacun de nous, dans nos cercles personnels ou professionnels, doit oser agir, que ce soit en dénonçant une remarque raciste au travail ou en soutenant une victime dans notre communauté. Ensuite, l'histoire d'Amina souligne la puissance de la solidarité collective. La foule, initialement passive, s'est transformée en un mouvement spontané de justice, amplifié par les réseaux sociaux et les médias, prouvant que la voix du peuple peut renverser les injustices lorsque nous nous unissons. Enfin, la réponse de Sophie Martin, créer une fondation de 10 millions d'euros pour les jeunes victimes de discrimination, nous inspire à transformer notre colère en actions concrètes, qu'il s'agisse de soutenir des initiatives locales, de promouvoir la diversité dans nos lieux de travail ou d'éduquer nos enfants à rejeter les préjugés. Dans notre vie quotidienne, ces leçons peuvent être appliquées de manière pratique. En tant que Français, nous pouvons commencer par nous éduquer sur les biais inconscients qui influencent nos interactions, en lisant des ouvrages comme ceux de Frantz Fanon ou en suivant des formations sur la diversité. Nous pouvons aussi soutenir les entreprises qui adoptent des politiques inclusives, comme celle instaurée par Sophie, et boycotter celles qui tolèrent la discrimination. À l'école ou au travail, nous devons encourager un environnement où les différences sont célébrées, pas stigmatisées, en organisant des discussions ouvertes sur le racisme et en valorisant les voix des minorités. Enfin, nous devons enseigner à nos enfants, comme Sophie l'a fait avec Amina, à répondre à la haine par la dignité et à la peur par le courage, afin qu'ils deviennent des citoyens d'une France véritablement fraternelle. Cette histoire n'est pas seulement celle d'Amina, elle est celle de milliers d'enfants et d'adultes qui, chaque jour, affrontent la discrimination sans avoir les ressources ou le pouvoir de Sophie Martin pour se défendre. Elle nous interpelle tous. Combien de temps encore tolérerons-nous ces injustices dans une nation qui se veut le berceau des droits humains? La rage que nous ressentons doit devenir un moteur de changement, un appel à réformer nos institutions, à éduquer nos cœurs et à construire une société où chaque enfant peut rêver, faire du shopping ou exister sans crainte. Si cette histoire vous a révolté, si vous croyez que la France doit être un pays où l'égalité n'est pas un slogan mais une réalité, alors agissez maintenant,
Cliquez sur j'aime pour montrer votre soutien, partagez ce vidéo pour amplifier la voix d'Amina, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires qui dénoncent l'injustice et laissez un commentaire avec « Justice pour Amina » pour rejoindre ce mouvement pour un changement systémique. Ensemble, faisons entendre notre cri « Plus jamais ça ». Justice pour Amina, justice pour tous. L'histoire d'Amina Dupont, une adolescente noire de 14 ans, brutalement discriminée dans une boutique de luxe française pour avoir simplement voulu acheter une robe pour l'anniversaire de sa mère, est une déchirure dans le tissu social de la France contemporaine, une nation qui se targue d'être le berceau des droits humains et des valeurs républicaines. Ce récit, où l'injustice raciale éclate au grand jour à travers les actions odieuses d'Isabelle Moreau, la gérante de la boutique luxe, et l'abus de pouvoir de l'agent Leclerc, m'a profondément bouleversé, suscitant une indignation viscérale. Face à une réalité que beaucoup préfèrent ignorer, le racisme systémique persiste, même dans les espaces les plus sophistiqués de notre société. Cette histoire n'est pas seulement celle d'Amina, elle est le miroir de milliers d'expériences silencieuses, où des individus sont jugés, humiliés et brutalisés pour leur couleur de peau, leur origine ou leur apparence. Dans une France qui proclame l'égalité, mais tolère encore des actes qui trahissent ses idéaux. À travers cette réflexion, je souhaite explorer les émotions brutes suscitées par cette tragédie, les leçons qu'elle nous enseigne et les actions concrètes que nous pouvons entreprendre pour bâtir une société plus juste, tout en lançant un appel vibrant à vous, spectateurs, pour amplifier ce message de justice. Ce qui m'a frappé en premier dans cette histoire, c'est l'innocence brisée d'Amina. Cette jeune fille, élevée dans les valeurs de respect et de persévérance par sa mère, Sophie Martine, avait économisé pendant des mois, renonçant à des plaisirs d'adolescente pour offrir un cadeau symbolique à sa mère, une femme qui a elle-même surmonté des décennies de discrimination pour devenir PDG du groupe Élégance. L'image d'Amina entrant dans la boutique luxe, le cœur rempli d'espoir et d'amour filial, pour être immédiatement ciblée par Isabelle à cause de sa peau noire, est une blessure qui transcende l'écran. Lorsqu'Isabelle a lancé des remarques cinglantes comme « Des gens comme toi n'ont pas leur place ici », suivi d'accusations de vol sans preuve, j'ai ressenti une colère bouillonnante, non seulement contre cette femme, mais contre un système qui permet à de tels préjugés de prospérer. En France, où la devise « liberté, égalité, fraternité » orne chaque mairie, comment une enfant peut-elle être menottée, brutalisée et traînée comme une criminelle pour avoir voulu acheter une robe? Cette scène où Amina sanglote, les poignets marqués par des menottes, est une trahison des idéaux révolutionnaires qui ont façonné notre nation, une insulte à la mémoire de figures comme Olympe de Gouges ou Toussaint Louverture qui ont lutté pour une égalité universelle. La cruauté d'Isabelle Moreau, avec son racisme non dissimulé, incarne une vérité dérangeante. Les préjugés raciaux ne sont pas relégués aux pages poussiéreuses de l'histoire coloniale française, ils vivent dans nos magasins, nos écoles, nos commissariats. Son comportement, ancré dans une vision élitiste et xénophobe de la pureté française, reflète une mentalité qui continue de marginaliser les citoyens noirs, maghrébins ou d'autres minorités, les reléguant à des stéréotypes de voleurs ou de intrus. L'agent Leclerc, en agissant sans vérifier les accusations, révèle une complicité institutionnelle qui m'a révolté. Sa brutalité, tordant les bras d'Amina, au point de lui infliger des bleus, évoque les images douloureuses des violences policières contre les minorités, un sujet brûlant dans la France contemporaine, où des affaires comme celle d'Adama Traoré continuent de hanter le débat public. Cette collusion entre une gérante raciste et un policier néglige montre à quel point le système peut être défaillant, permettant à des préjugés de se transformer en actes concrets de violence physique et psychologique contre une enfant. Mais au-delà de l'indignation, cette histoire est aussi une source d'inspiration grâce à la résilience d'Amina et à la puissance de Sophie Martin. Amina, malgré l'humiliation publique, les insultes racistes et la brutalité physique, a maintenu une dignité qui force l'admiration. Sa réponse calme et polie face aux accusations « Fouillez mon sac, je n'ai rien pris » est un acte de courage qui contraste avec la lâcheté d'Isabelle et d'Emma, la cliente adolescente qui a préféré filmer plutôt que d'intervenir. Sophie, quant à elle,
incarne la force d'une femme noire qui a conquis un empire dans un monde dominé par des hommes blancs comme Richard le Grand, l'investisseur sexiste et raciste. Sa transformation, d'une PDG posée en réunion à une mère lionne, prête à tout pour protéger son enfant, est un moment de cinéma pur, une explosion de rage maternelle, qui rappelle les héroïnes de la résistance française, prêtes à défier l'oppression, quelles qu'en soient les conséquences. Lorsqu'elle confronte Isabelle avec la vérité, « C'est mon magasin, ma fille, et vous êtes finie. Blissy ». C'est un cri de justice qui transcende l'écran, un rappel que le pouvoir peut être utilisé pour réparer les torts et non pour perpétuer l'injustice. Les leçons de cette histoire sont multiples et doivent être appliquées dans notre vie quotidienne pour honorer la lutte d'Amina. Premièrement, nous devons apprendre à ne pas rester silencieux face à l'injustice, comme Julie Laurent l'a finalement fait en filmant les abus. En France, où la culture valorise le débat et la confrontation intellectuelle, nous avons le devoir de dénoncer les remarques racistes ou discriminatoires, que ce soit dans un dîner de famille, sur notre lieu de travail, ou dans un magasin. Le silence, comme celui initial de Julie, est une complicité passive qui permet à des Isabelle de prospérer. Deuxièmement, nous devons reconnaître le pouvoir de la solidarité collective. La foule, d'abord passive, s'est transformée en un mouvement de protestation, amplifié par les réseaux sociaux, prouvant que les citoyens français peuvent changer la donne lorsqu'ils s'unissent. Cela nous rappelle l'importance des manifestations, des pétitions, et des discussions publiques pour faire pression sur les institutions. Troisièmement, l'action de Sophie, créer la fondation Amina Martin pour soutenir les jeunes victimes de discrimination, nous enseigne que la colère doit être canalisée en projets concrets. Nous pouvons tous contribuer, que ce soit en faisant du bénévolat pour des associations comme SOS Racisme, en soutenant des entreprises inclusives ou en éduquant nos communautés sur les biais inconscients. Pour appliquer ces leçons, nous pouvons commencer par des gestes simples mais puissants. En tant que Français, nous devons nous former sur l'histoire coloniale et ses impacts actuels en lisant des auteurs comme Aimé Césaire ou en participant à des ateliers sur la diversité. Dans nos écoles, nous devons encourager les enseignants à aborder le racisme dès le plus jeune âge, en intégrant des récits comme celui d'Amina dans les programmes pour sensibiliser les enfants à l'injustice. Au travail, nous pouvons exiger des politiques de tolérance zéro contre la discrimination, comme celles instaurées par Sophie, et promouvoir des collègues issus de minorités pour des postes de leadership. À la maison, nous devons éduquer nos enfants à reconnaître et rejeter les préjugés, en leur apprenant, comme Sophie l'a fait avec Amina, à répondre à la haine par la dignité. Enfin, nous devons utiliser notre pouvoir de consommateur, boycotter les entreprises qui tolèrent le racisme et soutenir celles qui célèbrent la diversité, renforçant ainsi une économie plus équitable. Cette histoire est un appel urgent à l'action. Elle nous rappelle que le racisme n'est pas une relique du passé, mais une réalité vivante qui brise des vies, comme celle d'Amina, qui a souffert d'un traumatisme psychologique nécessitant des mois de thérapie. Elle nous interpelle sur notre rôle dans une France qui se veut le phare des droits humains. Combien de temps encore fermerons-nous les yeux sur ces injustices? La rage que nous ressentons face à cette histoire doit devenir un moteur de changement, une force pour réformer nos institutions, éduquer nos cœurs et construire une société où aucun enfant n'aura à craindre d'être jugé pour sa peau. Nous devons nous inspirer de Sophie, qui a transformé sa douleur en un fonds de 10 millions d'euros pour les jeunes marginalisés, et d'Amina, qui a choisi la robe vert émeraude pour sa mère malgré son calvaire, prouvant que l'amour et la résilience triomphent toujours de la haine. Si l'histoire d'Amina vous a révolté, si vous refusez que la France reste un pays où des enfants sont criminalisés pour leur couleur de peau, alors agissez maintenant. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien à Amina et à toutes les victimes de discrimination. Partagez ce vidéo pour amplifier leur voix et faire trembler les fondations du racisme systémique. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires qui exposent l'injustice et inspirent le changement. Et laissez un commentaire avec « Justice pour Amina ». Oui, écrivez exactement « Justice pour Amina » pour rejoindre ce mouvement national pour une France véritablement égalitaire. Dites-nous d'où vous regardez et nous vous répondrons avec gratitude, car ensemble, nous pouvons faire de la devise républicaine une réalité. Plus jamais ça. Justice pour Amina, justice pour tous.